et on décide de créer un label innovation qui s'appellerait Generate et qui aurait pour objet de labelliser des entreprises très jeunes, donc finalement ce qu'on appelle les startups, pour les faire entrer dans l'écosystème défense et sécurité, et d'une certaine manière, et là c'est un peu imagé mais c'est fait exprès, un peu les faire infuser dans l'écosystème, un peu à la manière d'un sachet de thé. Donc à partir de ce moment-là, le but c'est de détecter les solutions des entreprises, puis c'est aussi de créer des synergies entre elles, c'est-à-dire qu'elles puissent s'aider, qu'elles puissent capitaliser sur l'intelligence collective, mais derrière de faire en sorte que des synergies soient créées dans le cadre du J4 avec les maîtres d'œuvre industriels, et aussi avec les PME, et aussi avec les ETI, aussi à l'extérieur du J4, là je pense au ministère de l'Intérieur et au ministère des Armées qui sont nos principaux interlocuteurs, puisque le J4 est à la fois défense et sécurité, mais aussi pouvoir promouvoir leur savoir-faire, notamment lors des salons internationaux. Exemple, sur le salon AUSA, qui est le salon de l'US Army qui a lieu à Washington, on emmène avec nous 3 startups, ce qui permet du coup de les faire rayonner à l'international. Et enfin, donc, voilà, je le disais, accompagner le développement en France et à l'international. Comment on les sélectionne, ces startups? Parce qu'évidemment, on ne peut pas prendre tout le monde et nos ressources sont limitées. Il y a un besoin d'exigence et il y a une forte volonté d'avoir des solutions qui puissent durer. Durer à la fois au niveau structurel, mais aussi durer en termes de pertinence de réponse à un besoin opérationnel. À partir de ce moment-là, il y a une veille qui est faite, donc par moi-même ou par des équipes, mais aussi par le bouche à oreille des personnes que l'on connaît. Le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées aussi viennent nous voir, notamment l'Agence Innovation de Défense, pour nous dire « Regardez, telle entreprise a peut-être besoin d'un accompagnement ». On priorise en fonction des besoins opérationnels et industriels, puisque bien évidemment les industriels sont aussi dans la boucle. Et puis on les sélectionne. Le jury d'experts, c'est environ 16 personnes aujourd'hui. Dans ce jury, vous avez ministère de l'Intérieur, ministère des Armées. Dans le ministère des Armées, tous les services qui correspondent au maintien en conditions opérationnelles, à toute la section technique de l'armée de terre. Vous avez des anciennes startups de Generate qui sont aussi dans le jury. Vous avez des industriels, grands maîtres d'œuvre industriels, par exemple KNDS, par exemple Thales, mais aussi ETI, comme par exemple Exail, qui est dedans. À partir de ce moment-là, on est sûr que la startup, d'une part, veut comprendre le besoin opérationnel, veut aussi s'y familiariser, parce que c'est quelque chose de particulier, c'est quand même un langage et un environnement qui est aussi très spécifique, et derrière, a la volonté d'avancer avec Generate. Et enfin, intégration, donc la startup intègre l'accélérateur pour une durée maximale de 3 ans, sachant que c'est plus ou moins modulable, et que, évidemment, le Covid étant passé par là, on a eu l'opportunité de pouvoir rallonger aussi certaines périodes d'accélération. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cet accélérateur? Une équipe de renfort, c'est-à-dire qu'on met à disposition des startups des personnes qui sont capables de les aider spécifiquement sur certains sujets business. Notre but, ce n'est pas de structurer le business. On est un accélérateur, donc ce n'est pas le but. En revanche, on peut leur apporter du business, les mettre en relation, arriver à faire en sorte qu'elles puissent être à un niveau de maturité très acceptable, voire en fait meilleur. Et puis les former, leur faire des rencontres B2B, créer pour eux une hotline, c'est-à-dire répondre à leurs problématiques en termes de marché, en termes de compréhension de l'environnement. Et tous les 3 mois, on organise par exemple des bootcamps où les startups viennent au sein du J4 et toute la journée, il y a des intervenants extérieurs qui viennent, c'est-à-dire par exemple des gens de BPI France, ça va être des gens d'Expertise France, ça va être des business angels, ça va être des personnes du ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, ce qui permet donc d'avoir de véritables à la fois connexions avec ce monde-là, mais aussi de comprendre quelles sont les exigences et de se frotter un petit peu aussi à la réalité. Donc je vais vous présenter du coup l'ambition pour les startups de Generate, qui est assez imagée et donc du coup assez compréhensible. Et donc notre ambition, c'est que sous 36 mois, donc c'est-à-dire 3 ans, la startup puisse être une PME, c'est-à-dire levant des fonds avec un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros, et puisse être à l'international. C'est l'ambition, et ça dépend bien évidemment à chaque fois du secteur, des startups, et évidemment derrière, bien de l'expression du besoin, et après la concrétisation du besoin dans un aspect programmatique. Donc on a quelques startups qui ont effectivement fait ces 3 ans qui sont passés au J4, d'autres qui ont fait que 2 ans qui sont passés au J4, d'autres qui sont encore au bout de 5 ans qui vont passer au J4, et ça continuera de cette façon-là. Alors, je vais sur un point, c'est du coup, je vous avais dit, mon deuxième point, c'était parler des défis qui nous attendent dans cet écosystème-là, en tant que startup, en tant qu'entrepreneur. Et avant ça, il fallait faire un point sur, en gros, aujourd'hui, à peu près 3 bullet points sur qu'est-ce que font les startups. Parce que généralement, ils s'imaginent, encore maintenant, hein, des gens plutôt très jeunes dans un garage et puis qui bricolent dans le garage. Et ça, pour le coup, c'est plus ça du tout. Même si, pour certaines startups, ça l'est encore. Typiquement, ça a été mon cas avec ma startup avant. Alors, des technologies hardware et software, ça à peu près à égalité dans l'accélérateur, sachant que la dualité, et nous reviendrons sur ce thème-là, est une des conditions d'entrée dans l'accélérateur.
Les produits qui sont vendus, soit c'est des produits, mais en même temps, derrière, il y a une valorisation, il y a un véritable business model qui est monté pour faire en sorte que le chiffre d'affaires soit récurrent pour les startups. Donc, c'est des acteurs économiques qui peuvent présenter un avantage comparatif, ça c'est sûr, de par le volet petit, donc ils sont agiles. Et après, soit ils sont sous-contractants de grands groupes, ce qui est à peu près la majorité, ou alors ils sont carrément primo-contractants direct avec l'État pour des solutions bien spécifiques. Là, je pense par exemple à une entreprise assez emblématique de l'accélérateur, avec qui moi-même d'ailleurs j'ai eu fort à partie lorsqu'on a dû se battre pour les financements dans l'écosystème défense et sécurité, et qui s'appelle Elicatim, dont la présidente est ici dans la salle. Donc les startups dans l'écosystème, voici à peu près le plus important. Mais vous voyez, en fait, ces défis, ils sont quand même un peu en résonance avec les acteurs de taille plus importante. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Alors, les défis des startups dans le secteur de la défense, mais vous verrez qu'en fait, ces acteurs économiques, le terme de startup, on pourra peut-être même à la fin l'enlever. Donc, l'insertion dans les marchés et les expérimentations. L'accès et l'ancrage dans cet écosystème, il est assez compliqué. Parce que déjà, il est assez opaque dans le sens où il est peu connu. C'est pas un environnement qui a l'habitude de faire de la publicité, notamment sur les voies d'accès pour accéder à certains opérationnels. Là, je pense par exemple au commandement des opérations spéciales. Ça n'est pas de l'habitude d'aller les voir ou de faire de la pub dessus, même si depuis quelques années, il y a de plus en plus de communication. C'est compliqué parfois d'identifier le bon interlocuteur. C'est pour ça que normalement, notamment, il y a un accélérateur comme Generate. Il y a aussi une grande différence dans la temporalité entre les cycles. Et ça, je vais revenir dessus après. C'est-à-dire le rythme du marché civil et le rythme du marché public. Appréhension et insertion au sein de l'écosystème, là, en fait, c'est pas facile parfois de tester les solutions avec les unités. Il faut comprendre le besoin opérationnel, le fonctionnement du duo état-major des armées, direction générale de l'armement, parce que c'est pas forcément celui qui exprime le besoin qui va vous l'acheter à la fin. Il y a quand même aussi parfois ça à expliquer aux startups et ça met du temps. La concrétisation des relations commerciales avec les grands groupes est aussi un point qui a tendance au fur et à mesure à s'améliorer. Et évidemment, la difficulté de travail parfois entre l'administration et les petites structures parce qu'on n'est pas dans le même temps. Et puis parfois aussi, les startups ont aussi du mal à arriver à entrer dans cette dynamique-là. Et c'est tout à fait normal. Donc il faut travailler là-dessus, il faut expliquer. Et puis il y a beaucoup de bonne volonté du côté des startups à vouloir véritablement à la fin se comprendre avec l'administration. Sur les financements, là j'ai mis notamment en raison de l'image parce que c'est une grande question. Vous connaissez l'actualité actuelle sur le volet fléchage du livret A, qui est déjà par exemple un bon exemple dessus. Mais au tout départ, donc, les financements, cette question est moins épineuse maintenant que par le passé. Personnellement, je suis allé à l'Assemblée nationale avec une start-up en 2019 pour expliquer aux députés qu'on ne pouvait même pas ouvrir un compte, qu'on avait du mal. Alors ça a beaucoup changé maintenant et ça, on le salue véritablement, le JCAT, pour l'implication aussi des établissements bancaires dedans. Une des choses aussi très intéressantes, c'est l'instauration des référents défense au sein des banques, donc qui connaissent un peu l'écosystème et qui savent orienter dans le bon sens. Enfin, les enjeux de communication et de pédagogie sont évidemment de mise. Et puis, je reviens sur le volet financement en cours d'exécution pour les bridges, notamment entre les levées de fonds. Et ça, c'est aussi un défi, parce que les startups, parfois, on n'a pas forcément la gestion budgétaire qui convient, notamment lorsque on a des retards dans les exécutions des marchés ou dans par exemple, des dossiers qui sont pris en charge. Le contexte économique de guerre est aussi important pour les startups, en fait, parce qu'elles sont aussi concernées. Et on revient, du coup, je le répète, mais il faut aussi enlever le terme aussi start-up et se mettre pour n'importe quelle entreprise. La montée en puissance de la résilience et de la capacité des appareils industriels et aussi de la protection cyber. Je rappelle que Nice 2, la directive européenne sur le volet justement maturité du référentiel, qui permet le maturité de référentiel cyber, la fin de l'obligation de transposition est en octobre 2024. Donc ça arrive très rapidement et il y a vraiment un besoin de se mettre au niveau sur tous les aspects et de fonctionner véritablement en écosystème. Enfin, les enjeux en matière d'investissement, et c'est là où véritablement on a des points durs et finalement qui vont nous amener à parler de la filière en général et à se poser des questions sur comment arriver à caractériser ces entreprises qui ne sont pas des maîtres d'œuvre industriels, qui en fait en soi n'ont pas forcément des problèmes de financement, sauf concernant peut-être l'accompagnement bancaire au grand export, mais tous ces acteurs industriels qui se posent la question aussi d'aller dans la défense, qui ne sont pas forcément que des chiffres d'affaires défense, mais qui représentent finalement une grande partie des industriels du JCAT, sachant que derrière, il y a aussi une question de réversibilité sur le volet économie de guerre, de la technologie. Donc on voit que ces défis dépassent les seules startups et ils concernent vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, la SoufTech, c'était le troisième point. La SoufTech, évidemment, contraction de souveraineté et technologie, de la manière à épouser les différents segments de la French Tech, par exemple, tels qu'ils sont édictés, c'est-à-dire l'agri-tech, la medtech. Donc là, on vient se poser la question de se dire, OK, le terme souveraineté, il est très utilisé.
depuis 2020 seulement, parce qu'avant c'était pas trop la mode, mais il est de plus en plus utilisé. Très bien. Donc le problème, c'est que plus on utilise un terme, plus il peut avoir différents sens. Donc comment arriver à opérationnaliser finalement le terme de souveraineté pour le raccrocher avec la technologie et le rendre véritablement intelligible pour les investisseurs, pour qu'ils puissent savoir que les entreprises dans lesquelles ils investissent sont des entreprises qui sont centrales, à la fois pour la souveraineté, mais aussi pour l'économie, parce qu'ils investissent différents secteurs dans différentes finalités. Donc, je reviens sur le fait de pouvoir enrichir la notion de dualité de la technologie. C'est raisonné par finalité opérationnelle. Alors, premier point, la différence de rythme, j'en ai parlé tout à l'heure, entre les marchés civils et militaires. Il y a une adaptation du timing de la R&D. Donc il faut se rendre compte que les entreprises, finalement, qui sont notamment, par exemple, toutes les entreprises de Generate, puisque la réflexion au départ est venue dans les startups de l'accélérateur, en se posant des questions sur comment arriver à faire en sorte que ces startups puissent lever des fonds, parce qu'il y avait des problèmes déjà en seed, pré-seed, mais aussi en pré, en série A, pour arriver à sortir de cette image de startup qui n'est que DevTech, donc qui n'est que finalement ça, là, on peut le dire d'une certaine manière, notamment je pense aux critères ESG, aux critères ISR qui pèsent encore notamment à Bruxelles parce qu'ils ne sont que gelés pour le moment. Comment arriver à sortir de ça et à mettre en avant la technologie de l'entreprise et sa valeur. Donc il y a le cycle court du marché civil qui favorise la consolidation d'un POC, qui permet du coup de tester ce POC avec le marché civil, et d'un autre côté, il y a aussi le marché défense. Donc là, on arrive dans ce que je disais justement, cette réflexion-là sur un peu recherche en mode mais comment on pourrait arriver à expliquer que la souveraineté peut être opérationnalisée. L'autre point, c'est la dualité et l'affinité de souveraineté. On dit telle entreprise est duale, mais en fait, une entreprise, c'est une construction juridique, c'est une personnalité morale. Donc c'est l'entreprise qui est duale, et duale, c'est dichotomique. Donc c'est dans deux volets, civil ou militaire. Ça veut donc dire que je parle de domaine d'application. En revanche, si je parle de finalité de technologie, dans ce cas-là, je suis dans une autre façon de voir les choses, et je suis du coup dans une pluralité de finalités possibles. C'est-à-dire qu'une technologie peut servir à la défense, mais elle peut aussi servir à la sécurité, elle peut servir aussi au transport, elle peut servir aussi à la médecine, elle peut servir à plein de choses. Parce que la problématique actuellement, notamment au niveau des fonds, c'est d'identifier et de soutenir les entreprises à forte valeur ajoutée qui ne sont pas, par exemple, soutenues par l'Agence d'Innovation Défense ou soutenues par BPI et Definvest, mais qui ont besoin de fonds pour se développer et qui proposent des solutions centrales pour les armées. Après ça, du coup, je vais vous présenter là ce à quoi on arrive. La SOUVTECH. Donc on dépasse la dichotomie civile-militaire en partant du principe que la technologie répond à un besoin de souveraineté qui ne s'exprime pas exclusivement dans le domaine militaire. Donc une technologie qui présente un emploi dans plusieurs finalités. Premièrement, dans le domaine régalien. Donc domaine régalien au sens strict du terme, c'est-à-dire au niveau justice, défense, sécurité. Ou alors dans des activités d'opérateurs d'importance vitale, qui sont finalement des activités qui sont essentielles pour la survie de la nation, ou des activités relatives à des activités essentielles de service public. On pense au transport, on pense à la médecine, par exemple. Cette technologie doit présenter deux critères, la centralité, dans le fonctionnement de l'équipement qui permet de remplir la mission d'intérêt général, et la substituabilité, dans le sens où la technologie et son savoir-faire est difficilement substituable, en ce que le remplacement entraînerait pour la personne publique des coûts et des délais qui affecteraient de manière caractérisée, c'est-à-dire de manière trop importante, la poursuite de la mission d'intérêt général. Donc on a donc deux critères qui permettent un peu de rationaliser et de mettre en avant la technologie que l'on veut préserver. On en arrive donc à, parce que là, on peut se dire, ok, c'est un peu technique, mais vous allez mieux comprendre après, à ce petit schéma où vous avez la tech française. Dans la tech française, il y a la SOUVTECH. Dans la SOUVTECH, on a le cyber, le quantique, la medtech, l'énergie, c'est-à-dire des pans de technologie qui ont toute une finalité bien précise. Cette technologie, elle fait partie de la SOUVTECH parce qu'elle répond à des critères de substituabilité, de centralité, et dont les finalités sont plurielles dans des domaines régaliens ou d'importance vitale ou d'activité essentielle de service public. Et de manière non concurrente, mais pour bien mettre en valeur cette technologie spécifique de défense, on peut après définir dedans la TFTech, qui est une technologie souveraine qui fait partie de la SOUVTECH, mais qui effectivement a une finalité qui est exclusivement militaire. Donc expliqué comme ça, on arrive à se dire, bah tiens, il y a quand même des entreprises qui ont une finalité particulière dans la défense et dans la sécurité, mais qui ont aussi d'autres finalités autre part et qui donc peuvent avoir des chiffres d'affaires qui peuvent tous s'aider dans différents domaines. C'est-à-dire que vous avez une rentabilité qui est un peu plus mise en avant. Parce que quand une entreprise va voir par exemple un investisseur et qu'elle n'arrive pas à lever des fonds parce qu'elle a une activité défense, simplement ça est mis en avant, mais on ne met pas en avant les autres finalités de l'entreprise, là où elle peut être vraiment utile.
C'est par exemple le cas au J4, dans le sens où on est défense-sécurité, mais on a aussi une volet gestion des crises et humanitaire, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos industriels avaient des capacités de répondre à ces besoins lorsqu'il y avait effectivement des catastrophes sur le globe. Donc je rappelle les objectifs. C'était présenter le dispositif mis en place par le J4 pour accompagner les petits acteurs innovants. Il y avait partager le rétex avec vous de l'accompagnement des petites structures très rapidement et très simplement. Et pour faire le lien avec les structures plus importantes, puisqu'en fait ça concerne pas que les startups, ça concerne surtout les PME qui sont aujourd'hui les acteurs majeurs de la réindustrialisation des territoires. Et enfin, présenter la réflexion sur les moyens de rendre attractifs et de mettre en valeur les acteurs économiques dans un contexte où est mis en avant l'économie de guerre. Et évidemment, cette entreprise-là, et je terminerai par là, participe véritablement à cette volonté de pouvoir un peu changer la vision des choses et expliquer véritablement quel est l'apport vraiment de la technologie de nos entreprises et la valeur finalement qu'elles permettent de créer, et pas que dans le domaine de la défense et de la sécurité, même si évidemment il est essentiel dans cette définition, pour permettre véritablement à cette industrie d'être mise en avant et pour ces petits acteurs de trouver des fonds et de continuer à vivre, à s'autonomiser.